Le dossier 113 de Émile Gaboriau, partie 8 du livre audio. Chapitre 17. Ce n'est pas sans d'effroyables déchirements que madame Fauvel s'était résignée à se soumettre aux volontés de l'impitoyable marquis de Clamerans. Désespérée, elle était allée demander secours à son fils. Raoul, en l'écoutant, avait paru transporté d'indignation, et il l'avait quitté pour courir, disait-il, arracher des excuses au misérable qui faisait pleurer sa mère. Mais il avait trop présumé de ses forces. Bientôt il était revenu, l'œil morne, la tête basse, les traits contractés par la rage de l'impuissance, déclarant qu'il fallait se rendre, consentir, céder. C'est alors que la pauvre femme put sonder la profondeur de l'abîme où on l'entraînait. Elle eut en ce moment comme un pressentiment des ténébreuses machinations dont elle serait la victime. Quel horrible serrement de cœur lorsqu'il lui fallut montrer l'œuvre du faussaire, la lettre de Saint-Rémy, lorsqu'elle annonça à son mari qu'elle attendait un de ses neveux, un tout jeune homme, très riche, et quel supplice le soir où elle présenta Raoul à tous les siens. C'est d'ailleurs le sourire aux lèvres que le banquier accueillit ce neveu dont il n'avait jamais entendu parler, et qui lui tendit sa main loyale. « Parbleu, lui avait-il dit, quand on est jeune et riche, on doit préférer Paris à Saint-Rémy. » Au moins Raoul prit-il à tâche de se montrer digne de cet accueil cordial. Si l'éducation première, cette éducation que la famille seule peut donner, lui faisait défaut, il était impossible de s'en apercevoir. Avec un tact bien supérieur à son âge, il sut assez démêler les caractères de tous les gens qui l'entouraient pour plaire à chacun d'eux. Il n'était pas arrivé depuis 8 jours qu'il avait su capter les très bonnes grâces de M. Fauvel, qu'il s'était concilié Abel et Lucien, et qu'il avait absolument séduit Prosper Berthomy, le caissier de la maison, qui passait alors toutes ses soirées chez son patron. Depuis que Raoul, grâce aux relations de ses cousins, se trouvait lancé dans un monde de jeunes gens riches, loin de se réformer, il menait une vie de plus en plus dissipée. Il jouait, il soupait. Il se montrait aux courses, et l'argent entre ses mains prodigues glissait comme du sable. Cet étourdi, d'une délicatesse susceptible jusqu'au ridicule, dans les commencements, qui ne voulait de sa mère qu'un peu d'affection, ne cessait maintenant de la harceler d'incessantes demandes. Elle avait donné avec joie d'abord, sans compter, mais elle ne tarda pas à s'apercevoir que sa générosité, si elle n'y mettait ordre, serait sa perte. Cette femme si riche, dont les diamants étaient cités, qui avait un des plus beaux attelages de Paris, connut, de la misère, ce qu'elle a de plus poignant, l'impérieuse nécessité de se refuser aux fantaisies de l'être aimé. Jamais son mari n'avait eu l'idée de compter avec elle. Dès le lendemain de son mariage, il lui avait remis la clé du secrétaire, et depuis, librement, sans contrôle, elle prenait ce qu'elle jugeait nécessaire, tant pour le train considérable de la maison que pour ses dépenses personnelles. Mais, précisément parce qu'elle avait toujours été modeste dans ses goûts, au point que son mari l'en plaisantait, précisément parce qu'elle avait administré l'intérieur avec une sagesse extrême, elle ne pouvait disposer tout à coup de sommes assez fortes sans s'exposer à des questions inquiétantes. Certes, M. Fauvel, le plus généreux des millionnaires, était homme à se réjouir de voir sa femme faire quelque grosse folie. Mais les folies s'expliquent, on en retrouve les traces. Un hasard pouvait faire reconnaître au banquier l'étonnant accroissement des dépenses de la maison. Que lui répondre s'il en demandait les causes? Et Raoul, en 3 mois, avait dissipé une petite fortune. N'avait-il pas fallu l'installer, lui donner un joli intérieur de garçon? Tout lui manquait autant qu'à un naufragé. Il avait voulu un cheval, un coupé, comment les lui refuser? Puis c'était chaque jour quelque fantaisie nouvelle. Si parfois madame Fauvel hasardait une remontrance, la physionomie de Raoul prenait aussitôt une expression désolée, et ses beaux yeux s'emplissaient de larmes. « C'est vrai, répondait-il, je suis un enfant, un pauvre fou,
j'abuse. J'oublie que je suis le fils de Valentine, pauvre, et non de la riche Madame Fauvel. » Son repentir avait des accents qui perçaient le cœur de la pauvre mère. Il avait tant souffert autrefois, si bien qu'à la fin, c'était elle qui le consolait et qui l'excusait. D'ailleurs, elle avait cru s'apercevoir, non sans effroi, qu'il était jaloux d'Abel et de Lucien, ses frères, après tout. En ces moments, pour que Raoul n'eût rien à envier à ses deux fils, elle était prête à tout. Au moins voulut-elle avoir une compensation. Le printemps approchait, elle pria Raoul de s'établir à la campagne, près de la propriété qu'elle avait à Saint-Germain. Elle s'attendait à des objections. Point. Cette proposition sembla lui plaire, et peu après, il lui annonça qu'il venait de louer une bicoque au Vésinet et qu'il y allait faire porter son mobilier. « Ainsi, mère, dit-il, je serai plus près de toi. Quel bon été nous allons passer !» Elle se réjouit, surtout de ce que les dépenses de l'enfant prodigue probablement diminueraient. Et, vraiment, elle était si bien à bout qu'un soir, comme il dînait en famille, elle osa, devant tout le monde, lui adresser, oh, bien doucement, quelques observations. Il était allé, la veille, aux courses. Il avait parié et perdu 2000 francs. « Baste, fit monsieur Fauvel avec l'insouciance d'un homme qui a ses coffres pleins. Maman Lagore payera. Les mamans ont été créées et mises au monde pour payer. » Et, ne pouvant s'apercevoir de l'impression que produisaient ces simples paroles sur sa femme, devenue plus blanche que sa collerette, il ajouta « Ne t'inquiète pas, va, mon garçon. Quand tu auras besoin d'argent, viens me trouver. Je t'en prêterai. » Que pouvait objecter Madame Fauvel ? N'avait-elle pas annoncé, selon les volontés de Clameran, que Raoul était très riche ? Pourquoi l'avait-on contrainte de mentir inutilement ? Elle eut comme une rapide intuition du piège où elle était prise, mais il n'était plus temps d'y revenir. D'ailleurs, les paroles du banquier n'étaient pas tombées dans l'eau. À la fin de cette semaine, Raoul alla trouver son oncle dans son cabinet et, carrément, il lui emprunta 10 000 francs. Informée de cette incroyable audace, Madame Fauvel se tordait les mains de désespoir. « Mais que fait-il ? Mon Dieu ! De tant d'argent !» s'écriait-elle. Depuis assez longtemps, on ne voyait plus guère Clameran à l'hôtel du banquier. Madame Fauvel se décida à lui écrire pour lui demander une entrevue. Quand il apprit ce qui se passait, ce qu'il ignorait absolument, déclara-t-il, le marquis parut bien autrement inquiet, bien plus irrité surtout que Madame Fauvel. Il y eut entre Raoul et lui une scène de la dernière violence, mais les défiances de Madame Fauvel étaient éveillées. Elle observa, et il lui sembla, était-ce possible, que leur colère était simulée, et que pendant qu'ils échangeaient les paroles les plus amères et même des menaces, leurs yeux riaient. Elle n'osa rien dire, mais ce doute, pénétrant dans son esprit comme une goutte de ces poisons subtils qui désorganisent tout ce qu'ils touchent, ajouta de nouvelles douleurs à un supplice presque intolérable. Elle se disait que, tombée à la discrétion d'un tel homme, elle devait s'attendre aux pires exigences. Puis elle s'efforça en vain de pénétrer son but. Lui-même, bientôt, le lui apprit. Après s'être plaint de Raoul plus amèrement que de coutume, après avoir montré à Madame Fauvel l'abîme creusé sous ses pieds, le marquis déclara qu'il n'apercevait qu'un moyen de prévenir une catastrophe. C'était que lui, Clameran, il épousa Madeleine. Il y avait longtemps que Madame Fauvel était préparée à toutes les tentatives d'une cupidité dont elle s'apercevait enfin. La déclaration inattendue de Clameran l'atteignit dans le vif de ce qu'après tant de crises, elle gardait encore de sensibilité. « Et vous avez pu croire, monsieur, s'écria-t-elle, indignée, que je prêterais les mains à vos odieuses combinaisons ?» D'un signe de tête, le marquis répondit « Oui. »« À quelle femme, donc, pensez-vous vous adresser ? Ah, certes, j'ai été bien coupable autrefois, mais la punition, à la fin, passe la faute. Est-ce à vous de me faire si cruellement repentir de mon imprudence ?
l'instant qu'il s'est agi de moi seule. Vous m'avez trouvée faible, craintive, lâche. Aujourd'hui, vous vous adressez aux miens. Je me révolte. Serait-ce donc, madame, un bien grand malheur pour mademoiselle Madeleine de devenir marquise de Clammerans? Ma nièce, monsieur, a choisi librement et de son plein gré son mari. Elle aime monsieur Prosper Berthomy. Le marquis haussa dédaigneusement les épaules. Amourette de pensionnaire, dit-il. Elle l'oubliera quand vous le voudrez. Je ne le veux pas. Pardon, reprit Clammerans de cette voix basse et voilée d'un homme irrité qui s'efforce de se contenir. Ne perdons pas notre temps en discussions oiseuses. Toujours, jusqu'ici, vous avez commencé par protester, et vous vous êtes ensuite rendu à l'excellence de mes arguments. Cette fois encore, vous me ferez la grâce de céder. Non, répondit fermement madame Fauvel. Non. Il ne daigna pas relever l'interruption. Si je tiens essentiellement à ce mariage, poursuivit-il, c'est qu'il doit rétablir vos affaires et les nôtres, fort compromises en ce moment. L'argent dont vous disposez ne peut suffire aux prodigalités de Raoul. Vous devez vous en être aperçu. Un moment viendra où vous n'aurez plus rien à lui donner et où il vous sera impossible de cacher à votre mari vos emprunts forcés à la caisse du ménage. Qu'arrivera-t-il ce jour-là ? Madame Fauvel frissonna. Le jour dont parlait le marquis, elle l'entrevoyait dans un avenir prochain. Lui, cependant, continuait. C'est alors que vous rendrez justice à ma prévoyante sagesse et à mes intentions. Mademoiselle Madeleine est riche. Sa dot me permettra de combler le déficit et de vous sauver. J'aime mieux être perdue que sauvée par de tels moyens. Mais moi, je ne souffrirai pas que vous compromettiez notre sort à tous. Nous sommes associés pour une œuvre commune, madame, ne l'oubliez pas. L'avenir de Raoul. Elle lui jeta, sur ces mots, un regard si perspicace que son impudence en fut troublée. « Cessez d'insister, fit-elle, en même temps. Mon parti est irrévocablement pris. »« Votre parti ? » ?»« Oui, je suis résolue à tout, entendez-moi bien, pour me soustraire à vos honteuses obsessions. Oh, quittez cet air ironique. J'irai, si vous m'y contraignez, me jeter aux pieds de monsieur Fauvel et je lui dirai tout. Il m'aime, il saura ce que j'ai souffert, il me pardonnera. Croyez-vous ? Demanda Clammerans d'un air railleur. Que voulez-vous dire ? Qu'il sera impitoyable ? Qu'il me chassera comme une malheureuse que je suis ? Soit, je l'aurais mérité. Après les tourments affreux dont vous m'accablez, il n'en est pas dont la perspective puisse m'effrayer. Cette résistance inconcevable dérangeait à tel point les projets du marquis que, exaspéré, il cessa de se contraindre. Le masque de l'homme du monde tomba, le coquin apparut, révoltant de cynisme. Sa figure prit la plus menaçante expression, sa voix devint brutale. « Ah, vraiment ? Reprit-il. Vous êtes décidé à vous confesser à monsieur Fauvel. Fameuse idée. Il est dommage qu'elle vous vienne un peu tard. À vous en tout, le jour où je vous suis apparu, vous aviez des chances de salut. Votre mari pouvait pardonner une faute lointaine rachetée par 20 années d'une conduite sans reproche. Car vous avez été fidèle épouse, madame, et bonne mère. Seulement, songez-vous à ce que dira le cher homme quand vous lui apprendrez que le prétendu neveu que vous faites asseoir à sa table, qui lui emprunte de l'argent, est le fruit de vos premières amours ? Si excellent que soit le caractère de monsieur Fauvel, je doute qu'il accepte comme bonne cette plaisanterie qui annonce, ne vous y trompez pas, une perversité effrayante, une rare audace et une duplicité supérieure. C'était vrai, ce que disait le marquis. Terriblement vrai. Pourtant, les éclairs de ses regards ne firent pas baisser les yeux de madame Fauvel. « Peste !» poursuivait-il. « On voit qu'il vous tient furieusement au cœur, ce cher monsieur Berthomy. Entre l'honneur du nom que vous portez et les amours de ce digne caissier, vous n'hésitez pas. Eh bien, ce vous sera, je crois, une grande consolation quand monsieur Fauvel se séparera de vous, quand Albert et Lucien se détourneront de vous, rougissant d'être vos fils.
Ce vous sera une grande douceur de pouvoir vous dire « Le bon Prosper est heureux ». Advienne que pourra, prononça madame Fauvel. Je ferai ce que je dois. Vous ferez ce que je veux, s'écria Clamorant, éclatant à la fin. Il ne sera pas dit qu'un accès de sensiblerie nous aura tous plongés dans le bourbier. La dot de votre nièce nous est indispensable. Et, d'ailleurs, votre Madeleine, je l'aime. Le coup était porté. Le marquis jugea qu'il serait sage d'en attendre les faits. Grâce à son surprenant empire sur soi, il reprit son flegme habituel, et c'est avec une politesse glaciale qu'il ajouta « À vous, maintenant, madame, de peser mes raisons. Croyez-moi, consentez à un sacrifice qui sera le dernier. Songez à l'honneur de votre maison, et non aux amourettes de votre nièce. Je viendrai dans 3 jours chercher une réponse. » « Vous viendrez inutilement, monsieur. Dès que mon mari sera rentré, il saura tout. » Si madame Fauvel eût eu son sang-froid, elle eût surpris sur le visage de Clamorant l'expression d'une poignante inquiétude. Mais ce ne fut qu'un éclair. Il eut le geste insoucieux qui, clairement, signifie « Comme vous voudrez », et il dit « Je vous crois assez raisonnable pour garder notre secret. » Il s'inclina aussitôt cérémonieusement et sortit, tirant sur lui la porte avec une violence trahissant la contrainte qu'il s'imposait. Clamorant avait d'ailleurs raison de craindre. L'énergie de madame Fauvel n'était pas feinte. « Oui !» s'écria-t-elle, enflammée de l'enthousiasme des grandes résolutions. « Oui, je vais tout dire à André !» Mais en ce moment même, et lorsqu'elle avait la certitude d'être seule, elle entendit marcher près d'elle. Brusquement, elle se retourna. Madeleine s'avançait, plus pâle et plus froide qu'une statue, les yeux pleins de larmes. « Il faut obéir à cet homme, ma tante, » murmurait-elle. Des 2 côtés du salon se trouvaient 2 petites pièces. 2 salles de jeu qui n'en étaient séparées que par de simples portières de tapisserie. Madeleine, sans que sa tante s'en doutât, se trouvait dans une des petites pièces quand était arrivé le marquis de Clamorant, et elle avait entendu la conversation. « Quoi ?» s'écria madame Fauvel, épouvantée. « Tu sais ?»« Tout, ma tante. »« Et tu veux que je te sacrifie ? Je vous demande à genoux de me permettre de vous sauver. Mais il est impossible que tu ne haïsses pas monsieur de Clamorant. Je le hais, ma tante, et je le méprise. Il est et sera toujours, pour moi, le dernier et le plus lâche des hommes, et, cependant, je serai sa femme. » Madame Fauvel était confondue. Elle mesurait la grandeur de ce dévouement qui s'offrait à elle. « Hé, Prosper, pauvre enfant, reprit-elle, Prosper, que tu aimes !» Madeleine étouffa un sanglot qui montait à sa gorge, et d'une voix ferme répondit « Demain, j'aurai pour toujours rompu avec monsieur Berthommy. »« Non !» s'écria madame Fauvel. « Non, il ne sera pas dit que je t'aurais laissé, toi, innocente, prendre l'accablant fardeau de mes fautes. » La noble et courageuse fille hocha tristement la tête. « Il ne sera pas dit, reprit-elle, que j'aurais laissé le déshonneur entrer dans cette maison qui est la mienne, quand je puis m'y opposer. Ne vous dois-je donc pas plus que la vie ? Que serais-je sans vous ? Une pauvre ouvrière des fabriques de mon pays. Qui m'a recueillie ? Toi. N'est-ce pas à mon oncle que je dois cette fortune qui tente le misérable ? Abel et Lucien ne sont-ils pas mes frères ? Et quand notre bonheur à tous est menacé, j'hésiterai ? Non, je serai marquise de Clamorant. » Alors, entre madame Fauvel et sa nièce, commença une lutte de générosité d'autant plus sublime que chacune offrait sa vie à l'autre, et la donnait non dans un moment d'entraînement, mais dans son plein gré et après délibération. Mais Madeleine devait triompher, enflammée qu'elle était de ce saint enthousiasme du sacrifice qui fait les martyrs. « Je n'ai à répondre de moi qu'à moi-même, » répétait-elle, comprenant bien que là était la place où elle devait frapper, tandis que toi, chère tante, tu dois compte de toi à ton mari et à tes enfants.
Songe à la douleur de mon oncle, s'il apprenait jamais la vérité. Il en mourrait. » La généreuse jeune fille disait vrai. Tel avait été le fatal enchaînement des circonstances que toujours Madame Fauvel avait été arrêtée par l'apparence d'un grand devoir à remplir. Ainsi, après avoir sacrifié son mari à sa mère, elle sacrifiait maintenant son mari et ses enfants à Raoul. Madame Fauvel se défendait encore, mais elle résistait de plus en plus faiblement. « Non, disait-elle, non, je ne saurais accepter ton dévouement. Quelle sera ta vie avec cet homme ? » « Qui sait, fit Madeleine, affectant une espérance bien éloignée de son cœur. Il m'aime, à ce qu'il dit. Peut-être sera-t-il bon pour moi ? Ah, si je savais où prendre une grosse somme ! C'est de l'argent qu'il veut, cet homme, rien que de l'argent. Ne lui en faut-il donc pas pour Raoul ? N'est-ce pas Raoul qui, par ses folies, a creusé un abîme qu'il faut combler ? Si seulement je pouvais croire à la sincérité de monsieur de Clameren. C'est avec une sorte de curiosité stupéfaite que Madame Fauvel regardait sa nièce. Quoi ? Cette jeune fille si naïve, si inexpérimentée, raisonnait son abnégation pendant qu'elle, femme, mère de famille, n'avait jamais obéi qu'aux impulsions instinctives de son esprit et de son cœur. « Que veux-tu dire ? » interrogea-t-elle. « Je me demande, ma tante, si véritablement monsieur de Clameren pense à son neveu. A-t-il, oui ou non, l'intention formelle de lui venir en aide ? Maître de ma dot, ne vous abandonnera-t-il pas, toi et lui ? Enfin, il est un doute affreux qui me torture. » « Un doute ? Oui, et je te le soumettrais, si j'osais, si je ne craignais... »« Parle, insista Madame Fauvel. Livre-moi ta pensée entière. Hélas, le malheur m'a donné des forces. Qu'ai-je à redouter ? Je puis tout entendre. » Madeleine hésitait, partagée entre la crainte de frapper une personne aimée et le désir de l'éclairer. « Je voudrais, reprit-elle enfin, être certaine, bien sûre que monsieur de Clameren et Raoul ne s'entendent pas, ne jouent pas chacun un rôle appris et convenu à l'avance. La passion est aveugle et sourde. Madame Fauvel ne se souvenait plus des yeux riants de ces deux hommes, le jour où, devant elle, ils semblaient transportés de colère. Elle ne voulait pas croire à une si odieuse comédie. « C'est impossible, » prononça-t-elle. « Le marquis est vraiment indigné de la conduite de son neveu, et ce n'est pas lui qui jamais lui donnera un mauvais conseil. Quant à Raoul, il est étourdi, léger, vaniteux, prodigue, mais il a bon cœur. La prospérité l'a grisé, mais il m'aime. Ah, si tu le voyais, si tu l'entendais quand je lui fais un reproche, tous tes soupçons s'envoleraient. Quand, les larmes aux yeux, il me jure qu'il sera plus raisonnable, il est de bonne foi. S'il ne tient pas ses promesses, c'est que des amis perfides l'entraînent. Toujours les mères s'en sont prises, s'en prennent et s'en prendront aux amis. L'ami, voilà le coupable. » Mais Madeleine était trop généreuse pour chercher même à désabuser sa tante. « Fasse le ciel que tu dises vrai, » murmura-t-elle. « Mon mariage ne sera pas inutile. Ce soir même, nous écrirons à monsieur de Clameren. »« Pourquoi ce soir, Madeleine ? Rien ne presse. Nous pouvons attendre, traîner, gagner du temps. » Ces mots, ces espérances obstinées, cette confiance en un hasard, en une chimère, en rien, disaient tout le caractère de Madame Fauvel et expliquaient ses infortunes. Tout autre était le caractère de Madeleine. Sa timidité cachait une âme virile. Décidée à un sacrifice, elle le faisait complet, absolu. Elle fermait la porte aux illusions décevantes et marchait droit en avant sans retourner la tête. « Mieux vaut en finir, chère tante, » dit-elle d'un ton ferme. « Crois-moi, la réalité du malheur est moins pénible que son attente. Résisterais-tu à ces alternatives de douleur et de joie ? Sais-tu ce qu'ont fait de toi les anxiétés que tu dissimules ? T'es-tu vue depuis 4 mois ? » Elle prit sa tante par la main,
et, la conduisant devant une glace. « Tiens, ajouta-t-elle, regarde-toi. » Madame Fauvel n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle était arrivée à cet âge perfide où la beauté d'une femme, comme celle d'une rose pleinement épanouie, se flétrit en un jour. En 4 mois, elle avait vieilli. Le chagrin avait mis sur son front son empreinte fatale. Ses tempes, fraîches et lisses comme celles d'une jeune fille, se plissaient. Des fils blancs argentaient les masses de sa chevelure. « Comprends-tu, maintenant, poursuivait Madeleine, pourquoi la sécurité t'est nécessaire ? Comprends-tu que tu as changé à ce point que c'est miracle que mon oncle ne s'en soit pas inquiété ?» Madame Fauvel, qui croyait avoir déployé une dissimulation supérieure, eut un geste négatif. « Hé, pauvre tante, n'ai-je pas deviné, moi, que tu avais un secret ? Toi ? Oui, seulement j'avais cru… Oh, pardonne un soupçon injuste. J'avais osé supposer… » Elle s'interrompit toute troublée, et il lui fallut un grand effort pour ajouter. « Je m'imaginais que, peut-être, tu aimais un autre homme que mon oncle. » Madame Fauvel ne put retenir un gémissement. Le soupçon de Madeleine, d'autres pouvaient l'avoir eu. « L'honneur est perdu, » murmura-t-elle. « Non, chère tante, non, » s'écria la jeune fille. « Rassure-toi et reprends courage. Nous serons 2 pour lutter maintenant. Nous nous défendrons. Nous nous sauverons. » Monsieur le marquis de Clamerans dut être content, ce soir-là. Une lettre de madame Fauvel lui annonça qu'elle consentait à tout. Elle demandait seulement un peu de temps. Madeleine, lui disait-elle, ne pouvait rompre du jour au lendemain avec monsieur Berthommy. Puis, on devait s'attendre à des objections de la part de monsieur Fauvel, lequel aimait Prosper et l'avait tacitement agréé. Une ligne de Madeleine, au bas de la lettre de sa tante, assurait son concours. Pauvre jeune fille, elle ne se ménageait pas. Le lendemain même, elle avait pris Prosper à part et, abusant de son ascendant sur lui, elle lui avait arraché cette fatale promesse de ne plus chercher à la revoir, et même de prendre sur lui la responsabilité de cette rupture. Il avait conjuré Madeleine de lui dire au moins les raisons de cet exil qui allait briser sa vie. Elle lui avait simplement répondu que son honneur et son bonheur à elle dépendaient de son obéissance. Et il s'était éloigné, la mort dans l'âme. Presque sur ses pas, le marquis de Clamerans arrivait. Oui, il avait l'audace de venir, en personne, annoncer à madame Fauvel que, du moment qu'il avait sa parole et celle de sa nièce, il consentait à attendre. Tenant, à cette heure, la tante et la nièce, il était sans inquiétude. Il se disait que le moment viendrait où un déficit impossible à combler leur ferait souhaiter et presser son mariage. Or, Raoul faisait tout pour hâter ce moment. Madame Fauvel étant allée, plutôt que d'ordinaire, habiter sa propriété, Raoul, de son côté, s'était installé au Vésinet. Mais la campagne ne le rendait pas plus économe. Peu à peu, il avait dépouillé toute hypocrisie. Il ne venait plus voir sa mère que quand il avait besoin d'argent, et il lui en fallait souvent et beaucoup. Quant au marquis, il se tint prudemment à l'écart, guettant l'heure propice. Et c'est au hasard d'une rencontre que, 3 semaines plus tard, il dut d'être invité à dîner chez le banquier. C'était un grand dîner, et il y avait bien une 20aine de convives. On venait de servir le dessert, et les conversations s'animaient, lorsque le banquier, tout à coup, se retourna vers Clamerans. « J'avais, monsieur le marquis, dit-il, un renseignement à vous demander. Avez-vous des parents portant votre nom ? Pas que je connaisse, du moins, monsieur. C'est que moi, depuis 8 jours, je connais un autre marquis de Clamerans. » Si cuirassé d'impudence que fut le marquis de Clamerans, si armé que fut son esprit contre toutes les surprises des événements, il fut un instant déconcerté et pâlit. « Oh, oh !» balbutia-t-il, non sans un énergique effort de volonté. « Un Clamerans, marquis ? Le marquisat au moins m'est suspect. »
Monsieur Fauvel n'était pas fâché de trouver une occasion de taquiner un hôte dont les prétentions nobiliaires l'avaient parfois agacé. « Marquis ou non, reprit-il, le Clamerant en question me paraît en état de faire honneur au titre. Il est riche. J'ai tout lieu, du moins, de lui supposer une grande fortune. J'ai été chargé, pour son compte, par un de mes correspondants, d'un recouvrement de 400 000 francs. Clamerant était merveilleusement maître de soi. Il avait accoutumé son visage à ne rien trahir du mouvement de son âme. Cependant, cette fois, l'aventure était si bizarre, si surprenante, elle présageait de telles menaces que son assurance habituelle, son coup d'œil prompt, lui faisait défaut. Il trouvait au banquier un ton ironique, un air singulier qui le mettait en défiance. Pour les gens qui n'étaient pas intéressés à l'observer, il restait le même. Mais Madeleine et sa tante avaient surpris ces tressaillements. Elles avaient saisi un regard rapide adressé à Raoul. « Il paraît, fit-il, que ce nouveau marquis est négociant. Ma foi, vous m'en demandez trop. Tout ce que je sais, c'est que les 400 000 francs devaient lui être versés par des armateurs du Havre, après la vente de la cargaison d'un navire brésilien. C'est qu'alors il arrive du Brésil ? Je l'ignore, mais je puis, si vous le désirez, vous dire son prénom. Volontiers. Le banquier se leva et alla prendre dans le salon une serviette de maroquin marquée à son chiffre. Il en sortit un carnet et se mit à parcourir en bredouillant à demi-voix les noms qui s'y trouvaient inscrits. « Attendez, faisait-il, attendez. Du 22... Non, c'est plus tard. Ah, nous y voici. Clamerant Gaston. Il se nomme Gaston. » Mais Louis, cette fois, ne sourcilla pas. Il avait eu le temps de se reconnaître et de faire provision d'audace pour parer n'importe quel coup. « Gaston, répondit-il d'un air dégagé, j'y suis. Ce monsieur doit être le fils d'une sœur de mon père dont le mari habitait la Havane. Revenant en France, il aura pris sans façon le nom de sa mère, plus sonore que celui de son père, lequel, si j'ai bonne mémoire, s'appelait Moirot ou Boireau. » Le banquier avait replacé son carnet sur un des meubles de la salle à manger. « Boireau ou Clamerant, dit-il. Je vous ferai, j'imagine, dîner avec lui avant longtemps. Des 400 000 francs que j'étais chargé de recouvrer pour lui, il ne s'en fait expédier que 100 et me prie de garder le reste en compte courant. C'est donc qu'il se propose de venir à Paris. Je ne serais vraiment pas fâché de faire sa connaissance. » On parla d'autre chose. Et bientôt Clamerant parut avoir totalement oublié la communication du banquier. Il est vrai que, tout en causant le plus gaiement du monde, il ne cessait d'observer madame Fauvel et sa nièce. Elles étaient bien autrement troublées que lui, et leur trouble était visible. À tout moment, elles échangeaient, à la dérobée, les regards les plus significatifs. Évidemment, une même idée, terrible, avait traversé leur esprit. Plus que sa tante encore, Madeleine semblait émue. C'est qu'au moment où le banquier avait prononcé le nom de Gaston, elle avait vu, elle ne se trompait pas, elle avait vu Raoul reculer sa chaise et jeter un coup d'œil vers la fenêtre, comme le filou surpris qui cherche une issue pour fuir. Et Raoul, moins fortement trempé que son oncle, était, depuis ce moment, resté décontenancé. Lui, brillant d'ordinaire, causeur original, il était complètement éteint. Il se taisait, il étudiait l'attitude de Louis. Enfin, le dîner fini. Les convives se levèrent pour passer dans le salon, et Clamerant et Raoul manœuvrèrent de façon à rester les derniers dans la salle à manger. Ils étaient seuls, ils n'essayaient plus de cacher leur anxiété. « C'est lui, dit Raoul. »« Je le crois. » « Tout est perdu, alors. Filons. » Mais Clamerant, l'audacieux aventurier, n'était pas homme à jeter ainsi, avant d'y être contraint, le manche après la cognée. « Qui sait, murmura-t-il, pendant que la contraction de son front disait l'effort de sa pensée. « Qui sait ?»
Pourquoi ce misérable banquier ne nous a-t-il pas dit où trouver ce Clamerant de malheur ?» Il s'interrompit, poussant un cri de joie. Il venait d'apercevoir sur le buffet le carnet consulté par M. Fauvel. « Veille, dit-il à Raoul. Il saisit le carnet, il le feuilleta fiévreusement, il trouva Gaston, marquis de Clamerant, Oloron, Basses-Pyrénées. « Sommes-nous bien plus avancés, fit Raoul, maintenant que nous avons son adresse ? C'est-à-dire que nous sommes peut-être sauvés. Bien, il ne faut pas qu'on remarque notre absence. Du sang-froid, morbleu, de la tenue, de la gaieté. J'ai vu le moment où ton attitude nous trahissait. Les deux femmes se doutent de quelque chose. Eh bien, après, il ne fait pas bon pour nous ici. Faisait-il donc meilleur à Londres ? Confiance, nous nous en tirerons. Je vais dresser mes batteries. » Ils rejoignirent les autres invités. Mais si leur conversation n'avait pas été entendue, leurs gestes avaient été observés. Madeleine, qui s'était avancée sur la pointe du pied, avait aperçu Clamerant consultant le carnet du banquier. Mais à quoi pouvait lui servir cette constatation des inquiétudes du marquis ? Elle n'en était plus à douter de l'infamie de cet homme, auquel elle avait promis sa main. Il l'avait bien dit à Raoul, ni Madeleine ni sa tante ne pouvaient se soustraire, quoi qu'il arrivât, à sa domination, car pour l'atteindre, il fallait parler, avouer. Lorsque 2 heures plus tard, Clamerant reconduisit Raoul jusqu'au Vésinet, son plan était fait. « C'est lui, je n'en doute pas, disait-il. Mais nous avons, mon beau neveu, pris l'alarme trop tôt. »« Merci, le banquier l'attend, nous l'aurons peut-être demain sur le dos. »« Tais-toi, interrompit Clamerant. Sait-il ou ne sait-il pas que Fauvel est le mari de Valentine ? Tout est là. S'il le sait, nous n'avons qu'à jouer des jambes. S'il l'ignore, rien n'est désespéré. Comment s'en assurer ? En allant le lui demander, tout simplement. Raoul eut un mouvement d'admiration. C'est joli, fit-il, mais dangereux. Il serait plus périlleux encore de rester. Quant à filer sur un simple soupçon, ce serait par trop niais. Et qui ira le trouver ? Moi. Oh, fit Raoul, sur 3 tons différents. Oh, oh. L'audace de Clamerant le confondait. Mais moi, interrogea-t-il. Toi, tu me feras le plaisir de rester ici. Au moindre danger, je t'expédie une dépêche et tu décampes. Ils étaient arrivés devant la grille de la maison de Raoul. Voilà donc qui est entendu, dit Clamerant. Tu restes ici. Mais attention, tant que durera mon absence, redeviens le meilleur des fils. Prends parti contre moi, calomnie-moi si tu peux. Mais pas de bêtises, pas de demande d'argent. Allons, adieu. Demain soir, je serai à Oloron et j'aurai vu ce Clamerant. Chapitre 18. Ce n'est pas sans les plus grands périls, sans des peines infinies, que Gaston de Clamerant, en quittant Valentine, avait réussi à fuir. Jamais, sans le dévouement et l'expérience de son guide, le père Menoul, il n'aurait trouvé le moyen de s'embarquer. Ayant laissé à Valentine les parures de sa mère, il possédait pour toute fortune 920 francs, et ce n'est pas avec cette pauvre somme qu'un fugitif qui vient de tuer 2 hommes paye son passage à bord d'un bâtiment. Mais Menoul, vieux matelot, était homme d'expédient. Pendant que Gaston restait caché dans une ferme de la Camargue, Menoul avait gagné Marseille, et, dès le premier soir, courant les cabarets que fréquentent les matelots, il avait appris qu'il se trouvait en rade un 3-mâts américain dont le commandant, M. Warf, un marin sans préjugés, se ferait un vrai plaisir de donner asile à un gaillard solide qui lui serait utile à la mer sans s'inquiéter de ses antécédents. Ayant visité le navire et bu un verre de rhum avec le capitaine, le père Menoul était revenu trouver Gaston. « S'il s'agissait de moi, lui dit-il, j'aurais mon affaire, mais vous ? Ce qui vous conviendrait me convient. C'est que, voyez-vous, il vous faudra trimer dur. Vous serez matelot, quoi. Et pour tout dire, le bateau ne m'a pas l'air des plus catholiques, et le patron me fait l'effet d'un fier sacripant.
Il n'y a pas à choisir, répondit Gaston. Partons. Le flair du père Menoul ne l'avait pas trompé. Il suffit à Gaston d'un séjour de 48 heures à bord du Tom Jones pour être sûr, à n'en pouvoir douter, que le hasard venait de le jeter au milieu d'une remarquable collection de bandits de la pire espèce. L'équipage, recruté un peu partout, était comme un échantillon de coquins de tous les pays. Mais que lui importaient ces gens parmi lesquels il était condamné à vivre pendant des mois ? C'est son corps seul que le navire emportait vers des pays nouveaux. Sa libre pensée se reposait sous les frais ombrages du parc de la Verberie, près de sa bien-aimée Valentine. Qu'allait-elle devenir, la pauvre enfant, maintenant qu'il ne serait plus là pour l'aimer, pour la consoler, pour la défendre ? Heureusement, il n'avait ni le loisir, ni la force de réfléchir. Ce qu'il y avait de plus affreux dans sa situation présente, il ne le sentait pas. Obligé au rude apprentissage du métier de matelot, il n'avait pas trop de toute son énergie pour résister à des labeurs exorbitants pour qui n'en a pas, dès l'enfance, contracté l'habitude. Là fut son salut. La fatigue physique calmait et engourdissait les douleurs morales. Aux heures de repos, lorsque brisé, rompu, il lui était permis de s'étendre sur son cadre, il s'endormait. Si, parfois, avec une anxiété poignante, il s'efforçait d'interroger l'avenir, c'était aux heures de quart, la nuit, quand le temps était beau, que la voilure ne réclamait aucune manœuvre. Il avait juré qu'il reviendrait avant 3 ans, et qu'il reviendrait riche pour satisfaire les exigences de madame de la Verberie. Pourrait-il tenir cette promesse présomptueuse ? Si le désir a des ailes, la réalité se traîne lentement terre à terre. Or, d'après tout ce qu'il entendait dire autour de lui, il n'était pas précisément sur le chemin de cette fortune tant souhaitée. Le Tom Jones faisait peut-être voile pour Valparaiso, mais il prenait, à coup sûr, pour y arriver, le chemin le plus long. C'est que le capitaine Wharf se proposait de visiter le golfe de Guinée. Un prince noir de ses amis, disait-il en riant d'un large rire, l'attendait dans les environs de Badagry, pour lui confier, en échange de quelques pipes de rhum et d'une centaine de méchants fusils à pierre, toute une cargaison de bois d'ébène. Pour tout dire, Gaston de Clamerans servait en qualité de novice sur un de ces navires, comme en armait alors, par centaines, tous les ans, la libre et philanthrope Amérique, pour la traite des Noirs. Cette découverte emplit Gaston de colère et de honte, mais il fut assez sage pour dissimuler ses impressions. Toute son éloquence n'aurait pu dégoûter le digne capitaine Wharf d'un trafic dont les profits dépassaient 100% en dépit des croiseurs français et anglais, malgré les avaries de la cargaison et une foule d'autres risques encore. Si les hommes de l'équipage avaient pour Gaston une considération relative, c'est que l'histoire des coups de couteau racontée par le père Menoul au capitaine avait transpiré. Laisser voir ses opinions, c'était se créer sans nécessité ni utilité une situation impossible. Il se tut, se jurant bien qu'il déserterait dès que se présenterait une occasion à peu près favorable. Le malheur est que cette occasion, comme tout ce qu'on attend avec impatience, ne venait pas. C'est qu'au bout de 3 mois, M. Wharf ne pouvait plus se passer de Gaston. Lui ayant reconnu une intelligence supérieure, il l'avait pris en amitié, il le faisait manger à sa table, il avait, à l'entendre causer, un plaisir infini, il le forçait à faire sa partie de piquet. Si bien que le second du navire étant venu à mourir, Gaston fut choisi pour le remplacer. Et c'est en cette qualité qu'il fit 2 voyages successifs au golfe de Guinée. C'est comme second qu'il aida à enlever 1 millier de nègres en 2 fois, à les arrimer, à les surveiller pendant une traversée de 12 ou 1500 lieues, et enfin à les jeter clandestinement sur les côtes du Brésil. Il y avait plus de 3 ans que Gaston s'était embarqué à Marseille, lorsqu'enfin le Tom Jones, ayant relâché à Rio de Janeiro, il put se séparer du capitaine Wharf, un digne homme après tout, et qui jamais ne se serait résigné à ce diabolique et répugnant commerce de chair humaine sans sa petite Mary, un ange qu'il voulait doter magnifiquement. Ces voyages avaient au moins profité à Gaston.
Il possédait tout près de 12 000 francs d'économie lorsqu'il toucha le sol du Brésil. Cependant, les 3 ans fixés par lui-même pour son retour étaient passés. Mais peut-être Valentine l'avait-elle attendu. Avant de rien entreprendre, il écrivit à un de ses amis, en qui il pouvait avoir toute confiance, et qui habitait Beaucaire. Il avait soif de nouvelles de son pays, de sa famille, de ses amis. Il écrivit aussi à son père, auquel il avait essayé, toutes les fois qu'il en avait trouvé l'occasion, de faire parvenir des lettres. Ce n'est que l'année suivante qu'il reçut une réponse de son ami. Du même coup, cette réponse lui apprenait que son père était mort, que son frère Louis avait quitté le pays, que Valentine était mariée, et enfin que lui, Gaston, il avait été condamné à plusieurs années de prison pour meurtre. Cette lettre l'atterra. Désormais, il était seul au monde, sans patrie, déshonoré par un jugement. Valentine mariée, il ne voyait plus de but à sa vie. Mais il n'était pas homme à se laisser abattre. « Gagnons donc de l'argent !» s'écria-t-il avec rage, « puisqu'il n'y a que l'argent ici-bas qui ne trompe jamais. » Et il se mit à l'œuvre, avec une âpre activité, fouettée chaque matin par une volonté nouvelle. Tous les moyens de fortune qu'offre aux aventureux l'Empire du Brésil, Gaston les tenta. Tour à tour, il spécula sur les pots, il exploita une mine, il tenta des défrichements. 5 fois il se coucha riche et se réveilla ruiné. 5 fois, avec la patience du castor dont le courant emporte la hutte, il recommença l'édifice de sa fortune. Enfin, après de longues, bien longues années de lutte, il possédait près d'1 million réalisable et de vastes étendues de terrain. Il s'était dit que jamais il ne quitterait le Brésil, qu'il finirait ses jours à Rio. Il comptait sans cet amour du sol natal qui jamais ne s'éteint dans le cœur d'un Français. Riche, il voulut mourir en France. Aussitôt, il fit les démarches indiquées par sa situation. Il s'assura que, rentrant, il ne serait pas inquiété, réalisa ce qu'il put de son avoir, confia le reste à un correspondant et s'embarqua. Il y avait 23 ans et 4 mois qu'il avait fui lorsque, par un beau jour de janvier 1866, il mit le pied sur les quais de Bordeaux. Il était parti jeune homme, le cœur gonflé d'espérance. Il revenait avec des cheveux blancs, ne croyant plus à rien. Une usine était à vendre, près d'Oloron, sur les bords du Gave. Il l'acheta, songeant à trouver un moyen pour utiliser les immenses quantités de bois qui, faute de moyens de transport, se perdent dans les montagnes. Il était installé depuis quelques semaines déjà, lorsqu'un soir son domestique lui remit la carte d'un étranger qui désirait le voir. Il prit cette carte et lut « Louis de Clameran ». « Mon frère » s'écria-t-il, « enfin, mon frère !» Et laissant là son domestique tout ébahi, quelque peu effaré même, de l'exaltation de son maître, il se lança dans les escaliers. Au milieu du vestibule, un homme, Louis de Clameran, se tenait debout, attendant. Gaston se précipita vers lui, et après l'avoir serré entre ses bras à l'étouffer, il l'entraîna, ou plutôt il l'emporta dans le salon. Là, il le fit asseoir, s'asseyant lui-même, en face, le plus près possible, pour le mieux voir, pour le contempler plus à l'aise. Il lui avait pris les 2 mains et les gardait dans les siennes. « C'est toi, répétait-il, parlant très haut, comme pour mieux s'entendre, pour se bien prouver la réalité. Toi, mon bien-aimé Louis, mon frère. Toi, c'est toi. » Gaston, cet homme dont la vie avait été comme une continuelle tempête, ne se possédait plus. Lui, l'aventurier, le second du redoutable capitaine Warf, le chercheur d'or des mines de Villarica, ils pleuraient et riaient tout ensemble. « Je t'aurais reconnu, disait-il à son frère. Oui, je t'aurais reconnu. Va. L'expression de ton visage n'a pas changé. Tu as bien le même regard. Ton sourire est toujours ce qu'il était jadis. Louis souriait. En effet, peut-être comme il avait souri cette nuit fatale où la chute de son cheval avait livré Gaston. Il souriait, lui aussi. Il avait l'air heureux. Il paraissait ravi.
Une de ces angoisses à faire blanchir les cheveux d'un homme le pénétrait lorsqu'il avait soulevé le marteau de la porte de Gaston. Ses dents claquaient de peur lorsqu'il avait dit au domestique, en lui tendant sa carte, « Portez ceci à votre maître ». Et en attendant le retour de ce domestique, dont l'absence lui avait paru durer des siècles, il se disait « Est-ce bien lui ? Et si c'est lui, sait-il ? Se doute-t-il » Si grande était son anxiété qu'au moment où il avait aperçu Gaston descendant l'escalier avec la rapidité de l'ouragan, il avait eu la tentation de fuir. Maintenant qu'il voyait bien que Gaston était resté le même, bon, confiant, crédule, maintenant qu'il était presque certain que pas un soupçon n'avait effleuré l'esprit de son frère, il se rassurait et il souriait. « Enfin, poursuivait Gaston, je ne serai donc plus seul dans la vie. J'aurai quelqu'un à aimer, quelqu'un qui m'aimera. » Il s'interrompit, puis, brusquement, avec cette incohérence d'idées de toutes les émotions fortes qui rompent l'équilibre du cerveau, « Es-tu marié ? Interrogea-t-il. « Non. »« Tant pis. Oui, tant pis. J'aurais voulu te voir le mari de quelque bonne femme bien dévouée. Je voudrais te savoir père de braves et beaux enfants. Comme j'aurais ouvert mon cœur à deux battants à tout ce monde-là. Ta famille aurait été la mienne. Ce doit être si bon, la famille, si doux. Vivre seul, sans une femme adorée qui partage les tristesses et les joies, les épreuves et les succès, ce n'est pas vivre. N'avoir à penser qu'à soi, quelle tristesse. Mais qu'est-ce que je dis là ? Je t'ai, n'est-ce donc pas assez ? Louis, j'ai donc un frère, un ami avec qui je puis causer tout haut, comme je cause tout bas avec moi-même. Oui, Gaston, oui, un bon ami. Parbleu, puisque tu es mon frère. Ah, tu n'es pas marié. Eh bien, nous ferons ménage tous les deux. Nous allons vivre en garçons, en vieux garçons, heureux comme des dieux. Nous nous amuserons, nous ferons nos farces. Tiens, quelle idée. C'est toi qui me rajeunis. Il me semble que je n'ai plus que 20 ans, que je suis leste et vigoureux comme en ce temps où je traversais le Rhône à la nage. Il y a longtemps de cela. Pourtant, et depuis, j'ai lutté, j'ai souffert, j'ai cruellement vieilli, changé. Toi, interrompit Louis, tu as moins vieilli que moi. Quelle plaisanterie. Je te le jure. Tu m'aurais reconnu ? Parfaitement, tu es resté toi. Louis disait vrai. Il paraissait, lui, usé plutôt que vieilli. Mais Gaston, en dépit de ses cheveux gris, malgré son teint qui avait pris au soleil du Brésil des tons de brique, était bien l'homme robuste dans la force de l'âge, dans la pleine maturité de sa mâle beauté. « Mais comment m'as-tu retrouvé ?» demandait Gaston. « Quelle bonne pensée, quelle fée bienveillante t'a guidé jusqu'au seuil de ma maison !»« C'est la Providence, » répondit-il, « qu'il faut remercier de notre réunion. Il y a 3 jours, à mon cercle, un jeune homme qui arrive des Aubonnes me dit qu'il a ouï parler aux Pyrénées d'un marquis de Clameran. Tu conçois ma surprise. Je me demande quel faussaire se permet de porter notre nom. Aussitôt, je cours au chemin de fer. Je prends un billet, et me voici. Tu ne pensais donc pas à moi ? Eh, pauvre frère, il y avait 23 ans que je te croyais mort. Mort ? Moi ? Ah ça ! Mademoiselle de la Verberie, Valentine, ne vous a donc pas fait savoir que j'étais sauvée ? Elle m'avait juré qu'elle irait trouver notre père. Louis prit cet air navré d'un homme forcé bien malgré lui de révéler une lamentable vérité. « Hélas, murmura-t-il, elle ne nous a rien fait dire. » Une bouffée de colère passa comme l'éclair dans les yeux de Gaston. Peut-être l'idée lui vint-elle que Valentine avait été heureuse de se débarrasser de lui. « Rien ?» s'écria-t-il. « Elle n'a rien dit. Elle a eu la barbarie de vous laisser pleurer ma mort. Elle a laissé mon vieux père mourir de chagrin. Ah, c'est qu'elle avait une peur terrible des propos du monde. Elle m'a sacrifié à sa réputation. »« Mais toi, interrompit Louis, pourquoi n'as-tu pas écrit ? J'ai écrit dès que je l'ai pu, et c'est par la fourcade que j'ai appris que notre père n'était plus et que tu avais abandonné le pays. J'ai quitté Clameran parce que je te croyais mort. » Gaston se leva et fit, au hasard, quelques pas dans le salon. Il voulait secouer la tristesse qui l'envahissait. « Baste, murmura-t-il, pourquoi s'inquiéter de ce qui est passé ?
Tous les souvenirs du monde, bons ou mauvais, ne valent pas la plus mince espérance. Et Dieu merci, l'avenir est à nous. » Louis se taisait. Il ne connaissait pas encore assez le terrain pour risquer une question. « Mais je suis là, que je bavarde, » reprit Gaston. « je parle, et tu n'as peut-être pas dîné. » Je t'avouerai que non. « Et tu ne disais rien ?»« Mais moi non plus, je n'ai pas dîné encore. » « Pour le premier jour, j'allais te laisser mourir de faim. »« Ah, j'ai un certain vin du Cap. » Il se pendit aux sonnettes. En un moment, la maison fut sur pied, et une demi-heure plus tard, les deux frères s'asseyaient devant une table somptueusement servie. La conversation entre les deux frères devait être infinie. Gaston voulait savoir tout ce qui était arrivé après son départ. « Et Clameran ?» demanda-t-il quand Louis eut fini. Louis hésita un moment. Devait-il ou non dire la vérité ? « J'ai vendu Clameran, dit-il enfin. »« Même le château ? » ?»« Oui. »« Je comprends cela, » murmurait Gaston. « Quoique moi, à ta place, là ont vécu nos ancêtres, là est mort notre père. » Mais voyant qu'il attristait son frère, « Baste, c'est dans le cœur que vit le souvenir, et non au milieu de vieilles pierres. Tel que tu me vois, je n'ai pas osé retourner en Provence. J'ai eu peur de trop souffrir en revoyant, en face de Clameran, le parc de la Verberie. Hélas, j'ai eu là les seuls beaux jours de ma vie. » La physionomie de Louis s'éclairait. Cette certitude que Gaston n'était pas allé en Provence chassait une de ses plus pressantes inquiétudes. Si bien qu'à 2 heures du matin, les deux frères causaient encore. Et le lendemain, Louis trouvait un prétexte pour courir au télégraphe, et il adressait à Raoul cette dépêche. « Sagesse et prudence, suivre mes instructions. Tout va bien, bon espoir. » Tout allait bien, et cependant Louis, en dépit de ses questions habituellement calculées, n'avait obtenu aucun des renseignements qu'il était venu chercher. Gaston si expansif, Gaston qui lui avait conté sa vie entière, en insistant sur les moindres circonstances, n'avait pas dit un mot pouvant l'éclairer. Était-ce hasard ou calcul, préméditation savante ou simple oubli ? Louis se le demandait avec ses inquiétudes des gens pervers toujours disposés à gratifier les autres de leur perversité. À tout prix, et fallut-il se départir de sa réserve, il résolut d'en avoir le cœur net et de voir clair dans l'esprit de son frère. Le moment était favorable, il se mettait à table pour déjeuner. « Sais-tu, mon cher Gaston, commença-t-il, que jusqu'ici nous avons parlé de tout, sauf pourtant des choses sérieuses ? Diable, qu'y a-t-il donc, que tu prends une mine de procureur ? Il y a, mon cher frère, que, te croyant mort, j'ai recueilli la succession de notre père. » Un franc éclat de rire de Gaston lui coupa la parole. « C'est là ce que tu appelles des choses sérieuses ? Certainement, je te dois compte de ta part de l'héritage, tu as droit à la moitié. »« J'ai droit, interrompit Gaston, de te demander en grâce de clore ce chapitre. Ce que tu as est à toi, il y a prescription. »« Non, je ne puis accepter. »« Quoi, la succession de notre père ? Non seulement tu le peux, mais tu le dois. Notre père ne voulait qu'un héritier. Soumettons-nous à ses volontés. » Et croyant apercevoir un nuage sur le front de son frère, « Ah ça, ajouta-t-il gaiement, tu es donc bien riche, ou tu me crois donc bien pauvre pour insister ainsi ?» Louis tressaillit imperceptiblement à cette question à bout portant. Que répondre pour ne se point engager ? « Je ne suis ni riche, ni pauvre, fit-il. »« Moi, s'écria Gaston, je serais presque ravi de te trouver plus pauvre que Job, pour partager avec toi tout ce que j'ai. » Le déjeuner était terminé. Gaston jeta sa serviette et se leva en disant « Viens, je veux toujours te faire visiter c'est-à-dire notre propriété. » Tout en suivant son frère, Louis était aussi tourmenté que possible. Il lui semblait que Gaston fuyait avec une singulière obstination le terrain des confidences sur lequel il s'efforçait de l'attirer. Son abandon n'était-il donc qu'une comédie ? Les défiances de Louis se réveillaient. Il regrettait presque sa dépêche optimiste de la veille.
Mais rien des pensées fâcheuses qui s'agitaient au-dedans de lui n'apparaissait à la surface. Sa figure était calme et souriante, sa voix joyeuse. Il lui fallut tout voir en détail, la maison d'abord, puis les servitudes, les écuries, le chenil, puis le jardin, vaste et bien planté, au bout duquel le gave, sur son lit de cailloux, chantait sa chanson montagnarde. À l'extrémité d'une jolie prairie se trouvait l'usine en pleine activité. Gaston, qui en était encore aux enchantements d'un nouveau propriétaire, ne fit grâce à son frère ni d'une lime ni d'un marteau. Il lui disait ses projets futurs, comment il comptait substituer le bois à la houille, faire mieux et réaliser encore des économies en exploitant des richesses forestières jugées jusqu'alors impossibles à atteindre. Louis approuvait tout, il applaudissait, mais il ne répondait que par monosyllabes. « Oui, en effet, très bien. » C'est qu'une nouvelle douleur, qu'il lui fallait dissimuler comme les autres, le torturait maintenant. Cette prospérité, dont l'évidence sautait aux yeux, le désolait. Comparant au sien le sort de son frère, tous les aiguillons empoisonnés de la jalousie déchiraient son âme envieuse. Il voyait Gaston, riche, heureux, honoré, recueillant le prix de son courage, tandis que lui, jamais il n'avait si cruellement ressenti l'horreur d'une situation qui était son œuvre. À 20 ans de distance, les sentiments honteux et vils qui lui avaient fait haïr son frère revenaient. Cependant, l'inspection était terminée. « Que dis-tu de mes acquisitions ?» demanda joyeusement Gaston. « Je dis, cher frère, que tu possèdes au milieu du plus beau pays du monde la plus ravissante propriété qui puisse tenter un pauvre Parisien. Est-ce vraiment ta pensée ? Sans restriction. » Gaston eut un geste de joie et une exclamation de triomphe. « Eh bien, frère, s'écria-t-il, cette propriété est à nous, puisqu'elle est à moi. Elle te plaît ? Ne la quitte plus. Tiens-tu vraiment à ton Paris brumeux ? Établis-toi ici, sous ce beau ciel du Béarn. » Louis se taisait. Ses propositions, il y a 1 an, l'auraient rempli de joie. Avec quel transport il aurait accueilli les perspectives de cette belle et large existence. Quel repos délicieux après tant de traverses. Il aurait pu sans crainte dépouiller le vieil homme, l'aventurier, et redevenir soi. Mais il ne pouvait accepter maintenant, et il le reconnaissait avec rage. Non, il n'était pas libre. Non, il ne pouvait pas quitter Paris. Il avait, là-bas, engagé une de ces affreuses parties qu'on perd quand on les abandonne, et dont la perte peut conduire au bagne. Seul, il eût pu disparaître, mais il n'était pas seul, il avait un complice. « Tu ne réponds rien ?» insistait Gaston, surpris de ce silence. « Verrais-tu quelque obstacle à mes projets ?»« Aucun. Eh bien, alors, il y a, cher frère, que sans les émoluments d'une position que j'occupe à Paris, je n'aurais pas de quoi vivre. Et c'est là ton objection, à toi qui, il n'y a qu'1 minute, m'offrais la moitié de l'héritage paternel. Louis, c'est mal, c'est très mal. Ou tu ne m'as pas compris, ou tu es un mauvais frère. » Louis baissait la tête. Gaston, bien involontairement, tournait et retournait le poignard dans la plaie. « Je te serai à charge, » murmurait Louis. « À charge ? Mais tu deviens fou. Ne t'ai-je pas dit que j'étais très riche ? T'imaginerais-tu avoir vu tout ce que je possède ? Cette maison et l'usine ne constituent pas le quart de ma fortune. Je les ai eus pour un morceau de pain. Crois-tu donc que sur une entreprise pareille, je risquerais ce que j'ai gagné en 20 ans ? J'ai bel et bien, sur l'État, 24 000 livres de rente. Et ce n'est pas tout. Il paraît que mes concessions du Brésil se vendront. J'ai de la chance. Déjà mon correspondant m'a fait tenir 400 000 francs. » Louis tressaillit de plaisir. Enfin, il allait savoir jusqu'à quel point il était menacé. « Quel correspondant ?» demanda-t-il de l'air le plus désintéressé qu'il put prendre. « Parbleu, mon ancien associé de Rio. Les fonds sont à cette heure à ma disposition chez mon banquier de Paris. »« Un de tes amis ?»« Ma foi, non. Il m'a été indiqué par mon banquier de Pau et recommandé comme un homme fort riche, prudent et d'une probité notoire. Attends donc, c'est un nommé Fauvel qui demeure rue de Provence. »
Si maître de soi que fut Louis, si préparé qu'il fut à ce qu'il allait entendre, il pâlit et rougit visiblement. Mais Gaston, tout à ses idées, ne s'en aperçut pas. « Connais-tu ce banquier » demanda-t-il. « De réputation, oui. »« Alors nous ferons ensemble très prochainement sa connaissance, car je me propose de t'accompagner à Paris lorsque tu retourneras y arranger tes affaires avant ton établissement ici. » À cette annonce inattendue d'un projet dont la réalisation devait le perdre, Louis eut la force de rester impassible. Il sentait le regard de son frère arrêté sur lui. « Tu viendras à Paris » fit-il. « Toi ?»« Certainement. Qu'y a-t-il là d'extraordinaire ?»« Rien. »« Je déteste Paris, et je le déteste sans y jamais être allé, ce qui est plus fort. Mais j'y suis appelé par des intérêts, par... Il hésitait. Des devoirs sérieux. Enfin, mademoiselle de la Verberie habite Paris, m'a-t-on dit, et je veux la revoir. Ah, Gaston réfléchissait. Il était ému, et son émotion était visible. À toi, Louis, reprit-il, je puis dire pourquoi je veux la revoir. Je lui ai autrefois confié les parures de notre mère. Et tu veux, après 23 ans, lui réclamer ce dépôt ? Oui, ou plutôt, tiens, non. Ce n'est là qu'un vain prétexte dont j'essaye de me payer moi-même. Je veux la revoir parce que je l'ai aimée. Voilà la vérité. Mais comment la retrouver ? Oh, c'est bien simple. Le premier venu dans le pays me dira le nom de son mari, et quand je saurai ce nom... Tiens, dès demain, j'écrirai à Beaucaire. Louis ne répondit pas. Avant tout, Louis se gardait de discuter les projets de son frère. Combattre les intentions d'un homme, c'est presque toujours les enfoncer plus profondément dans son esprit. Chaque argument fait l'effet d'un coup de marteau sur un clou. En homme habile, il détourna la conversation et, de la journée, il ne fut plus question de Paris ni de Valentine. C'est le soir seulement, lorsqu'il se trouva seul dans sa chambre, que, se posant résolument en face de la situation, Louis commença à l'étudier sous tous ses aspects. Au premier abord, elle paraissait désespérée. Acculé dans une position qui lui paraissait sans issue, il était prêt de se résigner à cesser de lutter, à se rendre. Oui, il se demandait s'il ne serait pas sage d'emprunter une grosse somme à son frère et de disparaître pour toujours. Vainement, il se mettait l'esprit à la torture. Sa détestable expérience ne lui représentait aucune combinaison applicable aux circonstances présentes. De tous les côtés à la fois, le danger menaçait, pressant, impossible à conjurer. Il avait à craindre également, et madame Fauvel, et sa nièce, et le banquier. Gaston, découvrant la vérité, voudrait se venger. Raoul lui-même, son complice, devait, en cas de malheur, se tourner contre lui et devenir son plus implacable ennemi. Existait-il un moyen humain pour empêcher la rencontre de Valentine et de Gaston ? Évidemment, non. Or, l'instant de leur réunion devait être l'instant de sa perte. « C'est en vain, murmura-t-il, que je cherche. Il n'y a rien à faire, rien qu'à gagner du temps, rien qu'à guetter une occasion. » La chute du cheval, à Clameuran, disait, sans doute, ce que Louis entendait par une occasion. Il referma sa fenêtre, se coucha, et si grande était son habitude du danger, qu'il s'endormit. Nul pli sur son front, au matin, ne révélait ses angoisses de la nuit. Il fut affectueux, gai, causeur, bien plus qu'il ne l'avait été jusqu'alors. Il voulut monter à cheval et courir le pays. Devenu tout à coup aussi remuant qu'il s'était montré calme, il ne parlait que d'excursions dans les environs. La vérité est qu'il voulait occuper Gaston, l'amuser, détourner son esprit de Paris et surtout de Valentine. Avec le temps, en y mettant beaucoup d'adresse, il ne désespérait pas de dissuader son frère de revoir son ancien ami. Il comptait lui démontrer que cette entrevue, absolument inutile, serait pénible pour tous deux, embarrassante pour lui et dangereuse pour elle. Quant au dépôt, si Gaston persistait à le lui demander, eh bien, Louis avait l'intention de s'offrir pour cette démarche délicate.
Il promettait de la mener à bien, et en effet, il savait où étaient les parures. Mais il ne devait pas tarder à reconnaître l'inanité de ses espérances et de ses tentatives. « Tu sais, lui dit un jour Gaston, j'ai écrit. » Louis ne savait que trop ce dont il s'agissait. N'était-ce pas là le sujet habituel de ses méditations ? Il prit cependant son air le plus surpris. « Écrit » interrogea-t-il. « Où ? À qui ? Pourquoi ? À Beaucaire, à la Fourcade, pour savoir le nom du mari de Valentine. Tu penses donc toujours à elle ? Toujours. Tu ne renonces pas à la revoir ? Moins que jamais. Hélas, frère, c'est que tu ne réfléchis pas que celle que tu aimais est la femme d'un autre, qu'elle est mère de famille, sans doute. Consentira-t-elle à te recevoir ? Sais-tu, si tu ne vas pas troubler sa vie, si tu ne te prépares pas les plus cuisants regrets ? Je suis fou, c'est vrai, je le sais, mais ma folie m'est chère. Il dit cela d'un tel accent que Louis comprit bien que son parti était irrévocablement arrêté. Cependant, il resta le même, ne s'occupant en apparence que de parties de plaisir, en réalité passant sa vie à s'inquiéter des lettres qui arrivaient à la maison. Il savait au juste à quelle heure passait le facteur, et toujours il se trouvait, par hasard, dans la cour pour le recevoir. S'il était absent, ainsi que son frère, il savait à quelle place on mettait les lettres venues dans la journée, et il y courait. Sa surveillance ne fut pas inutile. Le dimanche suivant, parmi les lettres que lui remit le facteur, il en distingua une qui portait le timbre de Beaucaire. Rapidement, il la glissa dans sa poche, et bien qu'il fût sur le point de monter à cheval, avec son frère, il trouva un prétexte pour aller à sa chambre, incapable qu'il était de maîtriser son impatience. C'était bien la lettre attendue. Elle était signée « La Fourcade ». Elle avait 3 bonnes pages et contenait une foule de détails absolument indifférents à Louis. Mais voici ce qu'elle disait de Valentine. Le mari de mademoiselle de la Verberie est un banquier très considéré, nommé André Fauvel. Je n'ai pas l'honneur de le connaître, mais je pense aller le voir à mon prochain voyage à Paris. J'ai conçu un projet qui serait la fortune de notre pays. Je me propose de le lui soumettre et, s'il le juge bon, je solliciterai l'appui de ses capitaux. Vous ne trouverez pas mauvais, je l'espère, que je me recommande de votre nom. Louis tremblait comme un homme qui vient d'échapper à un immense danger. « Cette lettre entre les mains de mon frère, murmurait-il, et je n'avais qu'à filer. » Mais sa perte, pour être retardée, n'en paraissait pas moins certaine. Gaston attendrait une réponse pendant une huitaine encore, puis il écrirait de nouveau. La Fourcade, tout surpris, répondrait sur le champ. C'était, en mettant tout au mieux, une 12aine de jours que Louis avait encore devant lui. Et là, se disait-il, là est le plus pressant danger. Que cet imbécile aille à Paris, qu'il prononce le nom de Clamerant devant le banquier, et tout est fini. En bas, Gaston s'impatientait. « Viens-tu » criait-il à son frère. « Je descends » répondit Louis. Il descendait, en effet, après avoir serré dans un compartiment secret de la malle la lettre de la Fourcade. Désormais, il était décidé à un emprunt. Ayant une bonne somme en poche, jointe à ce qu'il possédait déjà, il passerait en Amérique. Et, ma foi, Raoul se tirerait d'affaire comme il pourrait. Certes, il était désolé de voir manquer la plus belle combinaison qu'il eût imaginée en sa vie, mais l'homme fort ne s'indigne pas sottement contre la destinée. Il tire des événements le meilleur parti possible. Dès le lendemain même, se promenant à la tombée de la nuit avec Gaston sur la jolie route qui mène de l'usine à Oloron, il entama le prologue d'une petite histoire dont la conclusion devait être un emprunt de 200 000 francs. Ils allaient doucement, se donnant le bras, lorsqu'à 1 kilomètre environ de la forge, ils croisèrent un tout jeune homme, vêtu comme les ouvriers qui font leur tour de France, et qui, en passant, les salua. Une commotion si terrible secoua Louis que Gaston en reçut le contre-coup. « Qu'as-tu » demanda-t-il, tout étonné. « Rien, j'ai heurté du bout du pied une pierre qui m'a fait mal. » Il mentait, et le tremblement de sa voix eût dû le dire à Gaston. S'il était si ému,
c'est que, dans ce jeune ouvrier, il avait reconnu Raoul de Lagore. De ce moment, Louis de Clameran fut anéanti. La surprise, une épouvante instinctive, paralysait, anéantissait absolument sa verve audacieuse et parleuse. Il n'était plus à la conversation. Il disait « Oui, en effet, vraiment, peut-être », mais sans avoir conscience de ce qu'il disait. Comment Raoul se trouvait-il à Oloron ? Qu'y venait-il faire ? Pourquoi se cachait-il sous un bourgeron d'ouvrier ? Depuis qu'il était à Oloron, Louis avait écrit presque tous les jours à Raoul et il n'en avait pas reçu de réponse. Ce silence que tout d'abord il avait trouvé naturel, il le jugeait maintenant extraordinaire, inexplicable. Heureusement, Gaston se sentait fatigué ce soir-là. Il parla de rentrer bien plus tôt que d'habitude et, dès qu'il fut de retour à la maison, il regagna son appartement. Louis était libre, enfin. Il alluma un cigare et sortit, disant au domestique de ne pas l'attendre. Il savait bien que Raoul, si c'était lui toutefois, devait rôder autour de la maison et guetter sa sortie. Ses prévisions ne le trompaient pas. Il avait à peine fait 100 pas sur la route qu'un homme sortit brusquement d'un taillis et vint se planter devant lui. La nuit était fort claire. Louis reconnut Raoul. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il aussitôt, incapable de maîtriser son impatience. « Qu'est-il arrivé ?»« Rien. »« Quoi, la position là-bas n'est pas menacée ?»« En aucune façon. Je dirais plus. Sans tes ambitions démesurées, tout irait au mieux. » Louis eut une exclamation. Il faudrait presque dire un rugissement de fureur. « Alors, s'écria-t-il, que viens-tu faire ici ? Qui t'a permis d'abandonner ton poste, au risque de nous perdre ? » « Ça, » fit Raoul le plus tranquillement du monde, « c'est mon affaire. » D'un geste brusque, Louis saisit les poignets du jeune homme et les serrant à le faire crier. « Tu vas t'expliquer, lui dit-il, de cette voix rauque et brève que donne l'imminence du danger. Tu vas me dire les raisons de ton étrange caprice. » Sans effort apparent, avec une vigueur dont jamais on ne l'eût soupçonné capable, Raoul se dégagea de l'étreinte de Louis. « Plus doucement, hein ?» prononça-t-il du ton le plus provoquant. « Je n'aime pas à être brusqué, et j'ai de quoi te répondre. » En même temps, il sortait à demi de sa poche et montrait un revolver. « Tu vas te justifier, » insista Louis. « Sinon… »« Sinon quoi ? Renonce donc, une fois pour toutes, à l'espoir de me faire peur. Je veux bien te répondre, mais pas ici, au milieu de ce grand chemin, et par ce clair de lune. Sais-tu si on ne nous observe pas ? Allons, viens. » Ils franchirent le fossé qui borde la route et s'éloignèrent à travers champs sans se soucier des plants de maïs qu'ils foulaient aux pieds. « Maintenant, » commença Raoul quand ils furent à une assez grande distance de la route, « je puis, mon cher oncle, te dire ce qui m'amène. J'ai reçu tes lettres, et je les ai lues et relues. Tu as voulu être prudent, je comprends cela, mais tu as été si obscur en même temps que je ne t'ai pas compris. De tout ce que tu m'as écrit, un seul fait ressort clairement. Nous sommes menacés d'un grand danger. Raison de plus, malheureux, pour veiller au grain. Puissamment raisonné, seulement, oncle cher et vénéré, avant de braver le péril, je tiens à savoir quel il est. Je suis homme à m'exposer, mais j'aime à savoir quel risque je cours. Ne t'ai-je pas dit d'être tranquille ? Raoul eut ce geste narquois du gamin de Paris raillant la crédulité naïve de quelques bons bourgeois. « Alors, fit-il, je dois avoir en toi, cher oncle, pleine et entière confiance. »« Certainement, tes doutes sont absurdes, après ce que j'ai fait pour toi. Qui donc est allé te chercher à Londres ? Où tu ne savais que devenir ? Moi. Qui donc t'a donné un nom et une famille, à toi qui n'avais ni famille ni nom ? Encore moi. Qui travaille en ce moment, après t'avoir assuré le présent, à te préparer un avenir ? Moi. Toujours moi. » Pour bien écouter, Raoul avait pris une pause grotesquement sérieuse. « Superbe, interrompit-il. Magnifique, splendide. Pourquoi, pendant que tu y es, ne me prouves-tu pas que tu t'es sacrifié pour moi ?
Tu n'avais nul besoin de moi, n'est-ce pas, lorsque tu es venu me chercher ? Allons, va, démontre-moi que tu es le plus généreux et le plus désintéressé des oncles. Tu demanderas le prix, Monthyon, et j'apostillerai ta demande. » Clamorant se taisait. Il redoutait les entraînements de sa colère. « Tiens, reprit Raoul, laissons là les enfantillages, cher oncle. Si je suis venu, c'est que je te connais. C'est que j'ai en toi juste la confiance que j'y dois avoir. S'il te paraissait avantageux de me perdre, tu n'aurais pas une seconde d'hésitation. En cas de danger, tu te sauverais seul et tu laisserais ton neveu chéri se débrouiller à sa guise. Oh, ne proteste pas, c'est tout naturel, et à ta place, j'en ferais autant. Seulement, note bien ceci, je ne suis pas de ceux qu'on joue impunément. Et sur ce, laissons là les récriminations inutiles et mets-moi au fait. » Avec un tel complice, il fallait compter. Louis le comprit. Loin de se révolter, il raconta brièvement et clairement les événements survenus depuis qu'il était près de son frère. Il fut presque franc sur tous les points, sauf cependant en ce qui concerne la fortune de son frère, dont il diminua l'importance autant que possible. Quand il eut terminé, « Eh bien, fit Raoul, nous sommes dans de beaux draps. Et tu espères t'en tirer, toi ? Oui, si tu ne me trahis pas. » Je n'ai encore jamais trahi personne, entends-tu, marquis ? Seulement, comment t'y prendras-tu ? Je ne sais, mais je sens que je trouverai un expédient. Oh, je le trouverai, il le faut. Tu peux, tu le vois, repartir tranquille. Tu ne cours aucun risque à Paris, tant que moi, ici, je surveillerai Gaston. Raoul réfléchissait. Aucun risque, fit-il. En es-tu bien sûr ? Parbleu, nous tenons trop bien Madame Fauvel pour que jamais elle ose élever la voix contre nous. Elle saurait la vérité, la vraie, celle que toi et moi savons seuls, qu'elle se tairait encore, trop heureuse d'échapper au châtiment de sa faute passée, au blâme du monde, au ressentiment de son mari. « C'est vrai, » répondit Raoul, devenu sérieux. « Nous tenons ma mère. Aussi, n'est-ce pas elle que je redoute ? » « Qui, alors ? » ?»« Une ennemie de ta façon, oh mon respectable oncle. Une ennemie implacable, Madeleine. » Clamorant eut un geste de dédain. « Oh, celle-là, fit-il. »« Tu la méprises, n'est-ce pas ?» interrompit Raoul avec l'accent d'une conviction profonde. « Eh bien, tu te trompes. Elle s'est dévouée au salut de sa tante, mais elle n'a pas abdiqué. Elle a promis de t'épouser, elle a congédié Prosper qui est en train de mourir de douleur, c'est vrai, mais elle n'a pas renoncé à tout espoir. Tu la crois faible, peureuse, naïve, n'est-ce pas ? Erreur. Elle est trop forte. Elle est capable des plus audacieuses conceptions. Le malheur lui donnera l'expérience. Elle aime, mon oncle, et la femme qui aime défend son amour, comme une tigresse ses petits. Là est le péril. Elle a 500 000 francs de dot. C'est vrai, et à 5%, c'est 12 500 francs chacun. N'importe. Sage, tu renoncerais à Madeleine. Jamais, entends-tu ? S'écria Clamorant. Jamais. Riche, je l'épouse. Pauvre, je l'épouserai encore. Ce n'est pas sa dot que je veux à cette heure. C'est elle, Raoul. Elle seule. Je l'aime. Raoul parut étourdi de la brusque déclaration de son oncle. Il recula de 3 pas, levant les bras au ciel, avec tous les signes d'une surprise immense. « Est-ce possible ?» répétait-il. « Tu aimes Madeleine, toi ? Toi ?» ?»« Oui, » répondit Louis d'un ton soupçonneux. « Que vois-tu là de si extraordinaire ?»« Rien, assurément. Oh, rien. Seulement, cette belle passion m'explique les surprenantes variations de ta conduite. »« Ah, tu aimes Madeleine ? Alors, oncle vénéré, nous n'avons plus qu'à nous rendre. » « Et pourquoi, s'il te plaît ? Parce que, mon oncle, quand on a le cœur pris, on perd la tête. C'est un axiome banal. Les généraux amoureux ont toujours perdu leur bataille. Un jour viendra fatalement où, épris de Madeleine, tu nous vendras pour un sourire. Et elle est notre ennemie, et elle est fine, et elle nous guette. » D'un éclat de rire trop bruyant pour être bien sincère, Louis interrompit son neveu. « Comme tu prends feu tout à coup, dit-il.
Tu la hais donc bien, cette belle, cette ravissante Madeleine? C'est elle qui nous perdra. Sois franc, es-tu bien sûr de ne la pas aimer? Si claire que fut la nuit, Louis ne put voir le mouvement de colère qui contracta les traits de Raoul. « Je n'ai jamais aimé que la dot, » répondit-il. « Alors, de quoi te plains-tu? Ne t'en dois-je pas la moitié de cette dot? Tu auras l'argent sans la femme, les bénéfices sans les charges. »« Je n'ai pas 50 ans passés, moi, » fit Raoul, avec une nuance de fatuité. « Assez, » interrompit Louis. « Il a été convenu, n'est-ce pas, le jour où je suis allé t'arracher à la plus affreuse des misères, que je resterai le maître. Pardon, tu oublies que ma vie, ou ma liberté, à tout le moins, est sur le jeu. Tiens les cartes, mais laisse-moi te conseiller. » Longtemps encore, les deux complices restèrent à étudier et à discuter la situation, et il était plus de minuit lorsque Louis songea qu'en s'attardant davantage, il risquerait de s'attirer des questions embarrassantes. « Ne raisonnons pas dans le vide, » dit-il à Raoul. « Je suis de ton avis. Les choses sont telles qu'il est urgent de prendre un parti. Mais je ne sais pas me décider au pied levé. Demain, à 7 heures, sois ici. J'aurai arrêté notre plan. »« Soit, à demain. Et pas d'imprudence d'ici là. Mon costume, ce me semble, doit te dire assez que je ne tiens pas à me montrer. J'ai arrangé à Paris un alibi si ingénieux que je défie qui que ce soit de prouver, judiciairement parlant, que j'ai quitté ma maison du Vésinet. J'ai poussé les précautions si loin que j'ai voyagé en 3e, et on y est terriblement mal. Allons, adieu. Je regagne mon auberge. » Il s'éloigna sur ces mots sans paraître se douter qu'il venait d'éveiller dans le cœur de son complice bien des soupçons. Pendant le cours de sa vie aventureuse, Clameran avait assez organisé d'affaires pour savoir au juste quelle somme de confiance on doit accorder à des complices tels que Raoul. Les coquins ont leur probité à eux, c'est connu. D'aucuns la mettent bien au-dessus de celle des honnêtes gens, mais cette probité n'est jamais, après le coup, ce qu'elle était avant. C'est au moment du partage que les difficultés surgissent. L'esprit défiant de Clameran entrevoyait déjà 1000 sujets de crainte et de querelle. Pourquoi, se demandait-il, Raoul s'est-il si soigneusement caché pour venir ici? Pourquoi cet alibi à Paris? Me tendrait-il un piège? Je le tiens, c'est vrai, mais de mon côté, je suis absolument à sa merci. Toutes ces lettres que je lui ai écrites depuis que je suis chez Gaston sont autant de preuves contre moi. Songerait-il à se révolter, à se débarrasser de moi, à recueillir seul les profits de notre entreprise? Cette nuit encore, Louis ne ferma pas l'œil. Mais au matin, sa résolution était prise, et c'est avec une fébrile impatience qu'il attendit le soir. Si puissant était son désir d'en finir, si vive était la tension de sa pensée, qu'il ne put réussir à être ce jour-là ce qu'il était les autres jours. À plusieurs reprises, son frère, le voyant sombre et préoccupé, lui demanda « Qu'as-tu? Es-tu souffrant? Me cacherais-tu quelque inquiétude ?» Enfin, le soir vint, et Louis put rejoindre Raoul, qu'il trouva étendu sur l'herbe et fumant dans ce champ où il s'était entrevu la nuit précédente. « Eh bien, demanda Raoul en se levant, es-tu enfin décidé? Oui, j'ai 2 projets dont je crois le succès infaillible. Je t'écoute. Louis parut réfléchir, en homme qui veut présenter sa pensée le plus clairement et le plus brièvement possible. Mon premier plan, commença-t-il, dépend de ton acceptation. Que dirais-tu si je te proposais de renoncer à l'affaire? Oh! Consentirais-tu à disparaître, à quitter la France, à retourner à Londres, si je te donnais une forte somme? Encore faut-il la connaître, cette somme. Je puis te donner 150 000 francs. Raoul haussa les épaules. Oncle respecté, dit-il, je vois avec douleur que tu ne me connais pas. Oh, pas du tout. Tu ruses avec moi, tu dissimules, et ce n'est ni généreux ni adroit. Ce n'est pas généreux parce que c'est trahir nos conventions. Ce n'est pas adroit parce que, mets-toi bien cela dans la tête, je suis aussi fort que toi. Je ne te comprends plus. Tant pis.
Je m'entends, moi, et cela suffit. Oh, je te connais, mon oncle. Je t'ai étudié avec les yeux de l'intérêt, qui sont bons. J'ai tâté le fond de ton sac. Si tu m'offres ainsi 150 000 francs, c'est que tu as la certitude de rafler 1 million. Clamerand essaya le geste de protestation indignée d'un honnête homme méconnu. Tu déraisonnes, essaya-t-il. Point. C'est d'après le passé que je juge l'avenir. Des sommes arrachées à madame Fauvel, contre mon gré, souvent. Qu'ai-je reçu? La 10e partie, à peine. Mais nous avons un fonds de réserve. Qui est entre tes mains, cher oncle, c'est très vrai. De telle sorte que si demain la mèche était éventée, tu sauverais la caisse, et que moi, faute d'argent, j'irais faire un tour en police correctionnelle. Ces reproches parurent désoler Louis. Ingrat, murmura-t-il. Ingrat. Bravo, reprit Raoul. Tu as bien dit ce mot. Mais trêve de sornettes. Veux-tu que je te prouve que tu me trompes? Si tu le peux. Soit. Tu m'as dit que ton frère n'avait qu'une modeste aisance, n'est-ce pas? Eh bien, Gaston a 60 000 livres de rente au bas mot. Ne nie pas. Que vaut sa propriété ici? 100 000 écus. Combien en a-t-il chez monsieur Fauvel? 400 000 francs. Total, 700 000 francs. Est-ce tout ce qu'il possède? Non, car le receveur particulier d'Oloron a été chargé de lui acheter des rentes. Tu vois que je n'ai pas perdu ma journée. C'était si net, si précis, que Louis n'essaya pas de répondre. Que diable, poursuivait Raoul, quand on se mêle de commander, on devrait bien tâter ses forces. Tu as eu, nous avons eu, entre les mains, la plus belle partie du monde. Qu'en as-tu fait? Il me semble. Quoi? Qu'elle est perdue? C'est aussi mon avis. Et par ta faute. Par ta très grande faute. On ne commande pas aux événements. Si, quand on est fort. Les imbéciles attendent le hasard, les habiles le préparent. Qu'avait-il été convenu quand tu es venu me chercher à Londres? Nous devions prier gentiment ma chère mère de nous aider un peu et être charmants avec elle, si elle s'exécutait de bonne grâce. Qu'est-il arrivé, cependant? Au risque de tuer la poule aux œufs d'or, tu m'as fait si bien tourmenter la pauvre femme qu'elle ne sait plus où donner de la tête. Il était prudent d'aller vite. Soit. Est-ce aussi pour aller plus vite que tu t'es mis en tête d'épouser Madeleine? Ce jour-là, il a fallu la mettre dans le secret. Et depuis, elle soutient et conseille sa tante. Elle l'anime contre nous. Elle lui ferait tout avouer à monsieur Fauvel ou tout conter au préfet de police que je n'en serais pas bien surpris. Je l'aime. Eh, tu me l'as déjà dit. Mais tout ceci n'est rien. Tu nous embarques dans une affaire sans l'avoir étudiée, sans la connaître. Il n'y a que les niais, mon oncle, qui après une faute se contentent de cette banale excuse « si j'avais su ». Il fallait t'informer. Que m'as-tu dit? Ton père est mort. Pas du tout, il vit, et nous avons agi de telle sorte que je ne puis me présenter chez lui. Il a 1 million qu'il m'aurait donné, et je n'en aurais pas un sou. Et il va chercher sa Valentine, et il la retrouvera, et alors, bonsoir. D'un geste brusque, Louis interrompit Raoul. Assez, commanda-t-il. Si j'ai tout compromis, j'ai un moyen sûr pour tout sauver. Toi? Un moyen? Quel est-il? Oh, cela, fit Louis d'une voix sombre. C'est mon secret. Louis et Raoul se turent pendant plus d'1 minute. Et ce silence entre ces deux hommes, en cette place, au milieu de la nuit, après la conversation qu'ils venaient d'avoir, fut si affreusement significatif que tous deux frissonnèrent. Une abominable pensée leur était venue en même temps, et sans un mot, sans un geste, ils s'étaient compris. Ce fut Louis qui le premier rompit ce silence pesant. « Ainsi, commença-t-il, tu refuses les 150 000 francs que je te propose pour disparaître? Réfléchis. Il en est temps encore. C'est tout réfléchi. Je suis sûr maintenant que tu ne chercheras plus à me tromper. Entre l'aisance sûre et une grande fortune probable, à tout risque, je choisis la fortune. Je réussirai ou je périrai avec toi. Et tu m'obéiras? Aveuglément. Il fallait que Raoul se crût bien certain d'avoir pénétré le projet de son complice,
car il ne l'interrogea pas. « D'abord, reprit Louis, tu vas regagner Paris. J'y serai après-demain matin. Plus que jamais, tu seras assidu près de Madame Fauvel. Il ne faut pas qu'il puisse rien arriver dans la maison sans que tu sois prévenu. C'est entendu. » Louis posa la main sur l'épaule de Raoul, comme pour bien appeler son attention sur ce qu'il allait dire. « Tu as un moyen, poursuivit-il, de reconquérir toute la confiance de ta mère. C'est de rejeter sur moi tous tes torts passés. Ne manque pas de l'employer. Plus tu me rendras odieux à Madame Fauvel et à Madeleine, mieux tu me serviras. Si on pouvait, à mon retour, me fermer la porte de la maison, je serais ravi. Pour ce qui est de nous deux, nous devons, en apparence, être brouillés à mort. Si tu continues de me voir, c'est que tu ne peux faire autrement. Voilà le thème, à toi de le développer. » C'est de l'air le plus surpris du monde que Raoul recevait ces instructions, au moins singulières. « Quoi ?» s'écria-t-il. « Tu adores Madeleine et c'est ainsi que tu cherches à lui plaire ? Drôle de façon de faire sa cour. Je veux être pendu si je comprends. Tu n'as pas besoin de comprendre. » « Bien, » fit Raoul du ton le plus soumis. « Très bien. » Mais Louis se ravisa, se disant que celui-là seul exécute bien une mission qui en soupçonne au moins la portée. « As-tu ouï parler, demanda-t-il à Raoul, de cet homme qui, pour avoir le droit de serrer entre ses bras la femme aimée, fit mettre le feu à sa maison ? » ?»« Oui, après ? Eh bien, à un moment donné, je te chargerai de mettre, moralement, le feu à la maison de Madame Fauvel, et je la sauverai ainsi que sa nièce. » De la voix et du geste, Raoul approuvait son oncle. « Pas mal, fit-il, quand il eut terminé. Pas mal, en vérité. »« Ainsi, prononça Louis. Tout est bien entendu. »« Tout. Mais tu m'écriras, naturellement. De même que s'il survenait du nouveau à Paris, tu aurais une dépêche. Et ne perds pas de vue mon rival, le caissier. »« Prosper ? Il n'y a pas de danger, pauvre garçon. Il est maintenant mon meilleur ami. Le chagrin l'a poussé dans une voie où il périra. Vrai, il y a des jours où j'ai bonne envie de le plaindre. Plains-le, ne te gêne pas. » Ils échangèrent une dernière poignée de main et se séparèrent les meilleurs amis du monde, en apparence. En réalité, se haïssant de toute leur force.